Alors, mesdames et messieurs, il ne reste plus que 2 activités avant de clore notre soirée, à savoir le procès du mensonge et un débat intergénérationnel. Mais pour cela, je vais laisser la parole, le micro, à celui qui organise cet événement, celui grâce à qui nous sommes ici. J'ai nommé M. Christian. Monsieur Christian Mugisho-Bigard, qui va continuer à vous accompagner cette soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Je trouve qu'on est un peu trop fort. Est-ce qu'on peut m'applaudir? Très bien, on m'applaudit. Et après, est-ce qu'on peut applaudir maître Silvano qui est ici? Très bien, c'était très bien. Alors, messieurs et dames, je suis un amoureux de l'éloquence. J'adore la parole, autant que j'adore Dieu. Et ce soir, aujourd'hui, à l'exclusivité, ici et maintenant, nous allons vivre de l'éloquence pure. Est-ce qu'on peut dire pure avec moi? Pas pire, pure. C'est de l'éloquence pure. Et pour cela, je vais appeler ici sur scène un licencié en droit, champion du concours Les Talents. Et je vous annonce que nous avons le privilège d'avoir la directrice du concours Les Talents ici dans la salle. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci. J'ai nommé Michael Oloa. Quelques ovations pour vous, s'il vous plaît. Monsieur Michael, à ma droite, va accuser le mensonge. Et parce que le mensonge est accusé, il s'est porté garant de le défendre. Lui, c'est un licencié en droit également, mais à l'UPC. Est-ce qu'il y a des gens de l'UPC ici? UPC, par applaudissement. UPC. UCC, par applaudissement. D'accord. Non seulement licencié en droit à l'UPC, le monsieur est également champion du concours Les Débatteurs organisé par l'ambassade de France à l'RDC. Il y a plusieurs choses également. J'ai cité David Wheeler Kobo-Kabela. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Étant des dieux d'éloquence, les deux, je vais mettre une scène. Je vais leur laisser la scène. Ils vont la gérer à leur guise. Et rassurez-vous, vous allez gagner. Bon spectacle à tous. Que le mensonge soit défendu, que le mensonge soit accusé. À vous la parole. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, en guise de péroraison, lorsqu'il lui donc fallu conclure, je prétends qu'il en valait la peine. Ce procès, bien évidemment. Mais avant d'avancer à cette décision, j'ai eu l'heure, bonne ou mal, de tenir dans ma psyché les rudes instances du procès de ce procès afin d'en déterminer la pertinence. En effet, lorsque je fus contacté il y a de cela quelques semaines afin que je participe à ce procès, plus spécifiquement que je soutins ici l'accusation du mensonge, je vous avoue avoir été bouleversé. Par conséquent, j'ai flâné, stagné presque dans le cheminement argumentatif vers la position à soutenir dans ce procès, car j'estimais premièrement que la fonction première de l'avocat, c'est bien la défense. La défense des hommes, la défense des causes, des idées ou des idées. En second lieu, j'estimais qu'il était quelque peu superflu de soutenir ici l'accusation d'un concept envers lequel la conscience collective avoue pourtant déjà une aversion sévère, un dégoût, un rejet. Cependant, loin de toute attente, me voilà, moi, fervent défenseur de la défense, en train de soutenir une accusation et qui plus est, du concept le plus condamné qu'à ceci, puisque j'ai pu, par un exercice intellectuel fastidieux, déceler dans cette aversion de la conscience collective envers le mensonge une forme d'hypocrisie, traduite par le fait que tout le monde écrit le mensonge et tout le monde l'utilise. En faisant cela, permettez cette petite digression, j'étais heureux de réaliser ce qu'écrivit en auteur, dont je préfère faire le nom, auteur d'une hauteur intellectuelle intéressante, dans son texte Les Béatitudes de l'orateur, où il dit certainement d'un ton solennel: bien heureux ceux qui savent remettre en cause les principes considérés comme absolus, qui, en poésie ou en prose,
épingle les problèmes que l'on croyait déjà résolus. Chers amis, toute preuve d'humilité est valablement renvoyée au canon, cette odeur, c'est mort. Le procès du mensonge, mesdames et messieurs, implique nécessairement le procès de menteur, sans qui le mensonge n'existerait pas. Ceux qui, usant de tous les subterfuges langagiers et comportementaux, parviennent à escamoter à leur guise la vérité qu'ils connaissent pourtant, lorsque cela en va de leur intérêt. Par ce procès, il vient donc spécifiquement peler l'oripeau de vertu collé au mensonge par cette perspective utilitariste, prétextant qu'il est parfois utile et juste de mentir afin de s'éviter les effets de la vérité. Il va donc sans dire que j'attends ce procès contre vous, vous tous, oui, menteurs par intérêt, avec votre représentant qui est mon traducteur, qui mentira sans doute dans le seul but d'avoir raison. Non pas d'avoir la raison qui est l'une des instances les plus élevées du domaine politique d'être humain, mais pour simplement avoir raison de moi. Notez donc anticipativement la bassesse du dessin de son intervention. Mesdames et messieurs, tout protocole de véhémence respecté, la définition du mensonge est tributaire, celle de la vérité. Ceci dit, les Grecs, en Grèce, bien sûr je ne parle pas de la Grèce actuelle qui d'ailleurs ne doit sa seule renommée qu'au simple fait d'être perpétuellement en crise, je parle plutôt de la Grèce antique, de la Grèce où les maîtres de l'intelligence prenaient la peine de réfléchir sur plus important que sur les frivolités qui enchantent comme aujourd'hui. En cette Grèce-là, différente de cette Grèce-ci, leur attacher la vérité à la déesse Anéthéia, dont le nom est composé des mots l'été, vous savez, ce fleuve de l'oubli dans lequel furent trempées les âmes avant leur incarnation, afin qu'elles ne révélassent point aux oreilles impies des animaux de la planète Terre, par exemple des hommes, la beauté, les splendeurs et les archétypes se trouvant dans les plans subtils de l'Europienne et du A privatif, qui veut dire absence de. Anéthéia est donc la suppression du fleuve de l'oubli, l'élimination de toute interférence entre le monde des archétypes, entre la réalité se trouvant dans le monde des archétypes et sa révélation dans le monde des hommes. C'est ce qu'est la vérité. La vérité, c'est la suppression de toute dissimulation, l'élimination de toute interférence entre la réalité, ce qui est, ce que l'on perçoit de ce qui est et ce que l'on atteste avoir perçu. Chez les Romains, la vérité équivalait à la déesse Veritas, qui veut dire vérité, dont la fille était la déesse Virtu, qui veut dire la vertu. Il va donc sans dire que la vertu découle directement de la vérité. Que l'on ne vienne pas nous dire ici qu'il existerait par quelque moyen chimérique que ce soit un mensonge qui comporterait ne serait-ce qu'une once de vertu. Ça serait une aberration. En revanche, le mensonge équivalait à la déesse Apatée, représentée comme une femme. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi une femme, certainement les Grecs, dans leur sagesse le savaient. Une femme, disais-je donc, avec une laide queue de serpent qu'elle porte car un carré de dissimulé. Mesdames et messieurs, prenez ceci pour axiome. Principe absolu ne souffrant d'aucune exception. Tout mensonge est dissimulation, et toute dissimulation est volonté coupable. Oui, tout mensonge est dissimulation, et toute dissimulation est volonté coupable. Nous l'avons prouvé, nous l'allons démontrer. Un arbre est au coin de votre rue. Cet arbre est une réalité, puisqu'il est. Lorsque vous le voyez, lorsque vous l'apercevez et le percevez, vous le reconnaissez en tant que tel. Et cet arbre constitue donc une vérité pour vous, une vérité pour soi. Lorsque la demande de votre interlocuteur vous lui dit tout bonnement avoir vu un arbre au coin de votre rue, vous lui avez donc dit la vérité, vous avez dit l'appropriation de cette réalité. En revanche, vous avez vu un arbre au coin de votre rue, vous l'avez reconnu en tant que tel, mais à la demande de votre interlocuteur, vous lui dites volontairement avoir vu une voiture, vous lui avez donc menti. En revanche, par ailleurs, lorsqu'il existe une forme d'interférence entre la réalité et son appropriation, en l'occurrence, il y a un arbre au coin de votre rue, mais au moment de le percevoir, vous avez plutôt l'impression d'avoir vu une voiture, et qu'à la demande de votre interlocuteur, vous lui dites avoir vu une voiture, vous ne lui avez pas menti, mais vous êtes plutôt trompé. D'ailleurs, permettez-moi cette petite digression. Je disais récemment sur Twitter, une fille
qui se plaignait de son copain qui l'aurait largué pour motif qu'elle est sortie avec son frère jumeau. Pour sa défense, celle-ci écrivit: il se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Je ne l'ai pas trompé, je me suis trompé. Il est clair que face à la pertinence de cet argument, tout homme bon devrait normalement lui pardonner. Sauf que moi, je ne suis pas vraiment très bon. Mesdames et messieurs, veuillez acquiescer la bipolarité et la véhémence que comporte cette mise en garde. À vous, oui. Vous, mes antagonistes, tous autant que vous êtes dans cette salle, qui êtes certainement en train de lever de votre intellect une aversion sévère à l'égard de mes propos. Je la vois venir, je la sens. Elle m'attaque, elle m'agresse de tous les records de cette salle. Mais elle ne me vaincra pas. Non. Non, et rassurez-vous, en effet, il y a certainement un homme dans cette salle, je le sens, je le perçois, qui se dit qu'il est parfois des mensonges utiles. Il est par exemple juste pour lui de ne pas révéler à un enfant qu'il a été adopté. Monsieur, qui que vous soyez, je vous le conseille, je vous le conseille. En revanche, fort de votre déclaration, monsieur, il y a une dame ici, qui j'espère n'est pas votre femme, monsieur, qui se dit par ailleurs qu'il lui paraît juste à elle de ne jamais révéler à son mari que le fils unique, je rappelle, qu'il aime tant et qui fera certainement l'amitié et l'enfant du voisin. Tous deux ont menti, tous deux ont dissimulé la vérité. Et dites-moi, pourquoi avez-vous cette proportion intérieure à tenter de légitimer le mensonge du père et de condamner farouchement celui de cette femme? Pourquoi? Voilà que vous tous jugez assez héroïque par un homme de bonne foi qui refusa d'indiquer la cachette d'un jeune juif en Égypte, c'était peut-être plus tard le père de Netanyahou, mais qu'en 1998, qualifié de traître, un Congolais qui refusa d'indiquer la cachette de son voisin rwandais de peur qu'on lui fît subir le supplice du collier. Pourtant, tous deux ont menti. Tous deux ont caché un homme dans le but de sauver sa vie. Et pourquoi cette polarité de jugement? Moi j'ai la réponse. Le mensonge, mesdames et messieurs, n'est bon que lorsqu'il sert nos intérêts. Lorsque l'on en est auteur ou bénéficiaire. Lorsqu'il va à l'encontre de nos intérêts, il est mauvais. C'est de cette hypocrisie dont je parlais. Les menteurs, puisqu'il faut les nommer, se réfugient dans un patois censé légitimer les écarts entre la conception se trouvant dans l'intellect et le terme qui en est l'énonciation. Ils se disent certainement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais est-ce pour autant qu'il faudrait dire des mensonges? Ils se disent encore, certainement comme Maxime de Gordy, parfois le mensonge exprime mieux que la vérité ce qui se passe dans l'âme. Oh mon Dieu, de quel âme parle-t-on? D'autant plus que, dans la plupart des cas, les menteurs entrent le plus souvent sans état d'âme. Voilà que les humains, par pure gentillesse, sont prêts à dire des phaistos, vous savez, ce dieu jeté dans le vin à cause de sa laideur, qu'il est joli comme un vieux grec. Résultat, le phaistos devient narcisse, hic. Mais non, en vérité, je vous le dis, tout mensonge, futile, est condamnable, et tout menteur l'est davantage. En revanche, toute vérité est bonne, et qui use de vérité est davantage bon. Mais, hélas, l'humain pervers tentera toujours de blanchir ses idées noires et de légitimer le moindre de ses mensonges. C'est ce que je qualifie de perversion inversée. Oui, une légitimation morale de ce que l'on sait pertinemment bien être mauvais est une perversion inversée. Vous savez que le mensonge est mauvais. Le moment de l'utiliser, il devient utile. Vous savez, pour les chrétiens, qu'il est un péché. Le moment de l'usiter, il devient un péché mignon. Mignon comme la pomme à l'Éden. Mignon comme la pomme de discorde. Vous savez, cette pomme que la déesse Iris a jetée à Héra, Athéna et Aphrodite, et occasionné plus tard la guerre de Troie. Ou peut-être pour être contemporain, mignon comme une pomme d'ailleurs croquée, pour laquelle un homme venait tout juste de vendre son rein, et au sortir de l'hôpital, il a appris que le modèle Expomas venait d'être mis en vente. Et non, rassurez-vous, je ne parle pas du modèle iPhone que j'affectionne particulièrement. J'en ai d'ailleurs un, et les deux reins. Pour l'instant. Le mensonge, mesdames et messieurs, est une belle femme, oui.
belle comme Ève, mais qui, une fois déshabillée, se présente plutôt en tenue d'Adam. C'est une parodie du paradis. Ceux qui s'y plaisent s'y perdent forcément. Le mensonge, c'est croire que la communauté internationale se préoccupe vraiment du sort des Congolais. Et il y a plus triste. Il y a plus triste. Mesdames et messieurs, le mensonge, c'est Lionel Messi avec le ballon d'or. Mon contradicteur, à qui je reconnais des brillantes qualités de modérateur, pardonnez, ce lapsus révélateur, David Weber, ici présent, qui se tient juste là avec son très beau costume, certainement cousu à la base d'un tissu de mensonge, tentera mordicus de vous convaincre du contraire de ce que je viens de vous dire. Par ses considérations sévères, par ses soupers angéliques, puis son supercherie, il tentera malicieusement de faire passer pour l'importante l'importante, ou par des techniques ingénieuses de tromper l'ingénu. Je vous en supplie, je vous prie, je vous en conjure. Conjurez toute complaisance que l'aisance de son éloquence aura suscité en vos intelligences et défiez-le. Défiez-le, oui. Défiez-le de vous affirmer ici, tout en ayant farouchement défendu le mensonge, qu'il vous a dit la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. S'il le fait, alors vous aurez la certitude qu'il aura plaidé contre son client. Et personne ne peut rester indifférent face à l'odiosité et la malhonnêteté de son acte. Et si, par contre, par le plus grand des miracles, il arrivait à vous dire qu'il aurait menti, chose qui me paraît naturelle chez lui, alors retenez cela comme la seule vérité qui est susceptible de sortir de sa bouche. Et réjouissez-vous-en. Réjouissez-vous. Glorifiez la vérité et applaudissez-la. Et puisque, mesdames et messieurs, nous représentons la vérité ici dans cette salle, c'est moi. Alors,